L'histoire aime à dépeindre la guerre de sécession comme un grand drame de héros et de martyrs. Mais grattez le marbre et le bronze et vous découvrirez une histoire bien différente. 4 années consécutives de bévues absurdes, d'échecs glorieux et de décisions si stupides qu'elles semblent inventées. Ce n'est pas la guerre dont on vous a parlé à l'école, c'est celle qu'ils étaient trop gênés pour mentionner. 1. Vous êtes un ingénieur confédéré. Vous avez une seule mission, une seule. Construire un fort pour empêcher la marine de l'Union de descendre la rivière. Les mots-clés ici sont arrêter, marine et rivière. On pourrait donc penser que la première étape serait, je ne sais pas, de pointer les canons géants vers cette foutue rivière. Apparemment, c'est un détail qui s'est perdu dans la paperasse. Au Fort Allen, dans le Tennessee, après des mois de travail harassant, un génie a pris du recul, a essuyé la sueur de son front et a ressenti ce sentiment d'effondrement que l'on a quand on réalise qu'on a monté toute son étagère Ikea à l'envers. Les canons du fort étaient parfaitement pointés vers un coin tranquille des bois du Tennessee. C'était un panneau « Défense d'entrée » à plusieurs millions de dollars pour les écureuils et les cerfs. Ils avaient en créé une forteresse si inutile qu'elle ne pouvait même pas menacer un blaireau légèrement agressif. La flotte de l'Union a fini par passer juste à côté, saluant probablement de leur chapeau l'impressionnant, mais totalement inoffensif, projet de construction sur la rive. 2. Si vous pensiez que c'était grave, parlons de la marine de l'Union, un groupe de types qui, apparemment, naviguait à l'aide d'une Magic 8 Ball et d'un rêve à moitié oublié. Ils reçoivent un ordre simple et crucial. Allez bloquer la James River en Virginie. Mais voici un fait amusant sur l'Amérique. Nous aimions tellement le nom James que nous l'avons collé sur des rivières un peu partout comme un autocollant de pare-choc bon marché. Ainsi, notre brillant amiral, au lieu de, vous savez, consulter une carte pendant 30 secondes, a conduit toute sa flotte vers une autre James River. Une rivière située en plein territoire ami de l'Union. Pendant des jours, ils sont restés là, bloquant fièrement et diligemment. Eux-mêmes. Il faut imaginer le journal de bord du capitaine. Jour 5. Aucun signe de l'ennemi. Le moral est haut. Nous avons réussi à empêcher nos propres navires de ravitaillement de livrer des chaussettes propres. C'est l'équivalent militaire du 19e siècle d'envoyer une équipe du SWAT prendre d'assaut la mauvaise maison et arrêter héroïquement une lampe. 3. Perdre une bataille, ça craint. Ça doit vraiment vous gâcher la journée. Mais pour l'aumônier Arthur Fuller du Massachusetts, ce n'était pas juste un coup dur. C'était une trahison cosmique et personnelle. Après que son camp se soit fait complètement écraser, il n'a pas seulement remis sa foi en question. Il ne s'est pas contenté de se mettre en colère. Non, il est devenu si incroyablement furieux qu'il a rassemblé ses soldats traumatisés et a pratiquement prononcé un sermon annonçant qu'il rompait avec Dieu. Devant tout le monde, il aurait déclaré que le Tout-Puissant avait clairement choisi la mauvaise équipe, qu'il était un traître à l'Union et que lui, Arthur B. Fuller, déclarait officiellement la guerre au ciel lui-même. Cet homme a levé les yeux au ciel et a dit « Toi et moi dehors, tout de suite ». Il faut respecter l'audace pure et simple. Votre patron, Abe Lincoln, perd un combat. Alors vous décidez de défier le créateur de toute existence en duel. Ce n'est pas une crise de foi, c'est faire remonter une plainte directement au PDG de l'univers. 4. Parlons de l'image de marque. Quand on se sépare d'un pays dans un divorce violent et désordonné, on ne met généralement pas une photo de son ex sur son nouveau profil de rencontre. Ça envoie juste des signaux contradictoires. Mais la Confédération, dans son infinie sagesse, a fait exactement cela. Quand ils ont conçu leur grand sceau, le symbole ultime de leur nouvelle nation, qu'ont-ils choisi? Un serpent à sonnette? Un plan de coton? Un banjo? Non. Ils ont choisi George Washington, à cheval, le premier président des États-Unis, le type dont tout l'héritage a été de créer la nation même qu'ils essayèrent de détruire. C'est comme si Apple sortait un nouvel iPhone avec le logo Android fièrement estampillé au dos. C'est un niveau de stupidité confuse et autodestructrice qui mérite son propre musée. Leur devise était « Deo Vindice » ou « Dieu nous justifiera », mais leur logo criait « Nous sommes toujours de grands fans du gars qui a fondé l'équipe adverse ». 5. Le général Benjamin Butler était le genre de type qui pouvait trébucher dans un tas d'or et en ressortir couvert de boue et devant de l'argent aux gens.
L'Union lui confie une armée de 30 000 hommes et lui dit d'aller semer le trouble près de la capitale confédérée. Et il trouve l'endroit parfait pour débarquer, une péninsule très facile à défendre. Le problème, c'est qu'elle était trop facile à défendre. Les confédérés, avec une force bien plus petite, sont simplement arrivés, ont construit un unique mur de terre et de rondins en travers de l'étroite bande de terre, et c'était tout. Butler et son immense armée se sont retrouvés instantanément piégés, coupés du reste de la guerre. Ils n'étaient même pas un poignard au cœur de la Confédération. Ils étaient comme une boîte de conserve de spam oubliée au fond du garde-manger. Un général confédéré a fameusement décrit la situation comme étant dans une bouteille solidement bouchée, faisant de Butler le bouchon le plus cher, le plus lourdement armé et le plus totalement inutile de l'histoire de l'humanité. 6. Ambrose Burnside. L'homme, le mythe, la pilosité faciale qui a lancé 1 million de hipsters. Ce type regardait un problème et choisissait toujours, sans faute, la solution la plus stupide possible. À la bataille d'Antietam, sa mission était de traverser un ruisseau. Un seul ruisseau. Pas une rivière déchaînée, un ruisseau. Il repère un unique pont de pierre, défendu par une bande de confédérés très enthousiastes armés de fusils. Une personne saine d'esprit se dirait « Hein, ça ressemble à un hachoir à viande. Trouvons un autre chemin. » Et il y avait un autre chemin. Quelques centaines de mètres plus loin, le ruisseau était si peu profond qu'on aurait pu le traverser à pied. Mais pas Burnside. Non, il est devenu pathologiquement obsédé par ce pont. Pendant 3 heures, il a jeté ses hommes dessus comme s'il essayait de gagner un jeu de carnaval géant et sanglant. Il n'a rien accompli, si ce n'est de prouver qu'avoir une barbe glorieuse ne vous confère ni conscience tactique ni bon sens élémentaire. 7. On s'attend à combattre des hommes dans une guerre. Peut-être des canons, peut-être de la cavalerie. On ne s'attend pas à être vaincu par une débandade d'animaux de ferme émotionnellement instables. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à un groupe de soldats confédérés. Un troupeau de mules de ravitaillement de l'Union, probablement effrayés par un bruit fort ou un insecte particulièrement laid, ont tout simplement perdu la tête, collectivement. Elles ont déboulé au milieu de la nuit, casseroles et poêles s'entrechoquant, et ont foncé droit sur les lignes confédérées comme un train de marchandises poilu à 4 pattes. Les rebelles ont entendu ce vacarme impie venant des ténèbres et ont logiquement supposé qu'il s'agissait de la charge de la cavalerie démoniaque de l'enfer lui-même. Ils ont fait la seule chose sensée. Ils ont lâché leurs fusils, ont crié comme des enfants et ont couru pour sauver leur vie. Ils ont été mis en déroute par des ânes. On ne peut même pas écrire ça dans un rapport sans passer pour un idiot. Le déshonneur militaire ultime. 8. Le CSS Manassas fut la première tentative de cuirassé semi-sous-marin de la Confédération. Il ressemblait à un étron de métal flottant et était censé être l'arme secrète révolutionnaire du Sud. Pendant environ 5 minutes glorieuses, il a réellement fonctionné. Il a foncé dans la flotte de l'Union, a fichu une peur bleue à tout le monde et a été une véritable menace. Puis sa chance a tourné de la manière la plus spectaculaire possible. Après avoir été endommagé dans un combat, il a commencé à dériver le long de la rivière, complètement hors de contrôle et abandonné par son équipage. Comme si ce n'était pas assez embarrassant, l'un de ses propres navires confédérés alliés est alors arrivé à toute vapeur, n'a pas vu l'énorme bûche de métal désactivée flottant sur l'eau et l'a percuté, l'envoyant directement au fond du Mississippi. C'est l'équivalent nautique de se cogner l'orteil, puis de glisser immédiatement sur une peau de banane et de tomber la tête la première dans son propre gâteau d'anniversaire. Une cascade parfaite d'échecs. 9. Dans toute organisation, il y a toujours ce service qui est un véritable désastre, l'endroit où le bon sens va pour mourir. Pour la Confédération, c'était le bureau des torpilles. C'était bio les gars en charge de tous les trucs amusants et explosifs. Mines terrestres, bombes secrètes, tout ce que vous voulez. On pourrait penser qu'un groupe de personnes dont tout le travail consiste à ne pas se faire exploser accidentellement aurait une politique zéro stupidité assez stricte. On aurait tort. Dans un moment de ce qui ne peut être décrit que comme une belle justice poétique, le quartier général du bureau des torpilles confédérés à Richmond a fait boum. Ils se sont fait sauter. Le bâtiment même où ils gardaient leurs plans secrets et des montagnes de poudre à canon a tout simplement disparu dans une boule de feu auto-infligée.
C'était l'accident de travail ultime, un cas de tir ami, poussé à sa conclusion la plus logique et la plus hilarante. Ils ont littéralement fait le travail de l'Union à leur place. Et 10. La guerre coûte cher, alors les gouvernements doivent faire des économies. Mais le département de l'intendance de l'Union ne se contentait pas de faire des économies. Il commettait des actes de fraude malveillante et comiques. Ils ont attribué des contrats d'uniformes aux plus bas soumissionnaires, qui promettaient des uniformes de qualité et bon marché. Ce que l'armée a reçu était quelque chose appelé shoddy, camelote. C'était essentiellement des balayures de sol industriels, de vieux chiffons et des peluches diverses, le tout compressé en forme de pantalon et maintenu par de la colle bon marché. Un soldat enfilait son uniforme tout neuf, se sentant très patriote, puis sortait sous une légère bruine. La colle abandonnait tout espoir, et son uniforme se désintégrait tout simplement. Son pantalon fondait littéralement sur son corps, le laissant debout sur le champ de bataille en sous-vêtements réglementaires, essayant de mener une guerre tout en préservant sa dignité. Il est difficile d'intimider l'ennemi quand on tombe littéralement en morceaux. 11. Quand on est en train de perdre une bataille navale, on a deux options, battre en retraite ou devenir vraiment stupidement créatif. L'amiral de l'Union David Porter, face à un fort confédéré lourdement défendu qu'il ne pouvait pas vaincre, a choisi l'option 2. Il ne pouvait pas risquer ses vrais cuirassés, alors il a décidé de construire une fausse marine. Une marine faite de purs et simples détritus. Ces hommes ont pris de vieilles barges, y ont fixé des rondins peints pour ressembler à des canons, et ont construit des cheminées avec des barils de porc contenant des chiffons huileux qui fumaient. On aurait dit quelque chose qu'une troupe de louveteaux construirait pour un char de parade. Puis, ils ont simplement poussé cette flotte fantôme de camelote dans le courant de la rivière pendant la nuit. Et les confédérés y ont totalement cru. Ils ont vu cette armada de déchets arriver et ont paniqué si fort qu'ils ont fait sauter leur propre cuirassé de plusieurs millions de dollars, le CSS Indianola, pour éviter qu'ils ne soient capturés par un tas de rondins et de barils. Ils ont été vaincus par des travaux manuels. 12. Quelqu'un dans la Confédération a lu un livre d'histoire, ce qui est généralement une bonne chose, mais dans ce cas, cela a conduit à une très mauvaise idée. Ils ont trouvé la recette du feu grégois, une substance légendaire, semblable au napalm, qui était censé pouvoir brûler sur l'eau. Sur le papier, c'était une super arme terrifiante. En réalité, c'était une expérience de chimie de lycée qui a horriblement mal tourné. Ce truc était si ridiculement instable, si enclin à s'enflammer spontanément si on le regardait de travers, que l'utiliser revenait à jouer à la roulette russe avec une bouteille de nitroglycérine. Les soldats confédérés chargés de déployer ces bombes incendiaires avaient tout autant de chances de s'immoler, eux, leurs copains et toutes leurs tranchées, que l'ennemi. Ce n'était pas une arme de guerre, c'était un accident industriel préemballé et les affaires marchaient moyennement bien. 13. Le 19e siècle fut l'âge d'or des inventions farfelues et la guerre les a toutes fait sortir du bois. Voici le canon, à vapeur Winans. Cet engin semblait avoir été conçu par un super vilain steampunk fauché. C'était un énorme canon centrifuge blindé qui était censé utiliser la puissance de la vapeur pour faire tourner un canon et projeter des centaines de balles par minute. C'était l'arrière-arrière-grand-père de la mitrailleuse moderne, et il avait l'air absolument terrifiant. Il y avait juste un tout petit problème insignifiant. C'était probablement une pure camelote qui ne fonctionnait pas. Nous ne le saurons jamais avec certitude, cependant, car cette arme redoutable et révolutionnaire a été capturée par les forces de l'Union à Baltimore avant même d'avoir tiré un seul coup de feu. En l'espace d'un après-midi, elle est passée d'une vision terrifiante de l'avenir de la guerre à un char de parade confisqué. Un véritable monument à la surpromesse et à la sous-performance. 14. La bureaucratie est le boss final secret de toute guerre, et la paperasse de l'armée de l'Union était un monstre. Demandez simplement au soldat le plus malchanceux de l'histoire américaine. Ce pauvre gars se fait tirer dessus, est laissé pour mort sur le champ de bataille et officiellement enregistré comme tué au combat. Sa famille reçoit la mauvaise nouvelle. Son dossier est tamponné décédé. Mais voilà le truc. Il n'était pas mort. Il était juste très têtu. Il s'est rétabli, s'est épousseté et est retourné à son unité,
prêt à repartir. Et il l'a fait. Il a combattu dans d'autres batailles, un soldat fantôme marchant et parlant. Mais quand le jour de la paix est arrivé, rien. L'armée a refusé de le payer car, selon leur dossier sacré et infaillible, il était un cadavre. Cet homme risquait littéralement sa non-vie chaque jour pour un gouvernement qui insistait sur le fait qu'il mangeait les pissenlits par la racine, tout cela parce qu'un employé avec une plume d'oie était trop paresseux pour admettre qu'il avait fait une faute de frappe. 15. Le général Daniel Sickles était un homme qui considérait les règles et les ordres comme de simples suggestions. Lors de la bataille décisive de Gettysburg, on lui a ordonné de placer ses troupes sur une colline solide et défendable. Mais Sickles, un politicien dans l'âme, a regardé la colline assignée, puis a jeté un coup d'œil 1 kilomètre plus loin, vers un charmant verger de pêcher, et a apparemment pensé « Vous savez quoi? La vue depuis ce verger est bien meilleure, un endroit idéal pour un pique-nique. » Alors, ignorant complètement ses ordres directs, il a fait marcher tout son corps d'armée à découvert, créant un énorme saillant non soutenu dans la ligne de l'Union qui criait « Attaquez-moi ici !» Les Confédérés, qui n'en croyaient pas leur chance, s'en sont donnés à cœur joie, manquant de peu de faire perdre toute la bataille à l'Union. Sickles y a perdu sa jambe, et dans un acte final et parfait d'égo spectaculaire, il a fait conserver le membre amputé dans un bocal et en a fait don à un musée où il lui aurait rendu visite pendant des années. Parce que bien sûr qu'il l'a fait. 16. L'armée de l'Union a eu une idée brillante. Traîner un gigantesque canon de 8 tonnes au milieu d'un marécage pour bombarder la ville de Charleston. L'y amener fut un cauchemar d'ingénierie, mais ils l'ont fait, baptisant leur nouvelle arme l'Ange du marécage. Pendant un bref et glorieux moment, ce fut tout ce dont ils avaient rêvé. Ils lançaient d'énormes obus sur la ville, un véritable ange de la destruction. Et puis, à son 36e tir seulement, le canon ne s'est pas contenté de se casser ou de rater son coup. La plateforme entière, laborieusement construite, a cédé avec un triste soupir, et l'ange du marécage, avec un gargouillis, s'est lentement enfoncé dans la vase épaisse et primordiale du marécage de Caroline du Sud, disparaissant à jamais. C'était comme une scène d'un dessin animé des Looney Tunes. Une minute, vous avez un super canon terrifiant, la suivante, vous avez des bulles très coûteuses. Le marécage en avait assez de leurs bêtises. 17. Être un espion est un travail difficile. Il faut être intelligent, furtif et bon sous la pression. L'espionne confédérée Belle Boyd avait une méthode particulièrement unique pour détruire les preuves. Elle les mangeait. Lorsqu'elle était sur le point d'être capturée par les soldats de l'Union, elle mâchait et avalait rapidement ses messages secrets. Et ce n'était pas une chose ponctuelle. La première fois, ils l'ont attrapée, elle a mangé le mot, et ils l'ont laissé partir, probablement trop confus pour faire autre chose. Alors la Confédération lui a donné un autre message secret. Et elle s'est de nouveau fait prendre, et elle a de nouveau mangé la preuve. On doit se demander ce qui se passait dans la tête des soldats de l'Union. C'est la dame qui mange du papier? Ouais, c'est elle. Laissez-la partir, je ne m'occupe pas de ça. Elle a transformé l'espionnage en un sport de qui mange le plus, prouvant que la meilleure façon de garder un secret est d'avoir un estomac solide et un véritable dévouement à son rôle. 18. Les funérailles des officiers de haut rang sont censées être des affaires solennelles et dignes. Le général confédéré John B. Magruder voulait offrir à un camarade tombé au combat un adieu retentissant avec une salve de canon. Une excellente idée en théorie. Mais dans le feu de l'action, il a oublié un tout petit détail crucial. Dire à ses artilleurs d'utiliser une charge à blanc. Ainsi, au lieu d'un « boum » respectueux, ils ont eu un très réel « kaboum ». Un boulet de canon réel a sifflé au-dessus des têtes des personnes en deuil, a parcouru 1 mile entier, puis s'est écrasé directement dans la grange d'un pauvre fermier qui ne se doutait de rien, l'oblitérant. Le fermier a probablement pensé que la guerre avait finalement atteint son jardin. Pendant ce temps, Magruder venait d'inventer l'hommage funéraire le plus destructeur et le moins approprié au monde. Repose en morceaux, j'imagine. 19. Quand on est un guérillero, la furtivité et le déguisement sont vos meilleurs amis. Dans le Missouri, un groupe de partisans confédérés connu sous le nom de Bushwhackers a eu une idée brillante. Ils s'habilleraient en femmes pour s'approcher des patrouilles de l'Union et leur tendre une embuscade. C'était un plan presque intelligent. Presque.
Ils ont eu les robes, ils ont eu les bonnets, ils ont perfectionné leurs cris féminins surpris. Mais ils ont constamment négligé un détail mineur de leur déguisement. Leur barbe géante, touffue, de type « j'ai vécu dans les bois pendant 6 mois ». Il faut imaginer un soldat de l'Union, voyant ce qui semble être sa douce tante Mildred, s'approcher, pour ensuite remarquer qu'elle a une barbe plus glorieuse que celle d'Ulysse S. Grant. Ce n'était pas exactement le cours magistral d'espionnage qu'ils espéraient. 20. Dans chaque groupe, il y a cette personne qui prend les choses de manière beaucoup trop littérale et va beaucoup trop loin. Dans un régiment de l'Union, cette personne était l'aumônier. Son équipe d'artillerie avait un canon qui était notoirement imprécis. Il ne pouvait pas toucher le côté large d'une grange avec. Mais l'aumônier n'a pas vu un problème mécanique, il a vu un problème spirituel. Il est devenu absolument convaincu que le canon n'était pas seulement défectueux, il était démoniaquement possédé. Alors, il a fait la seule chose logique. Il a pratiqué un exorcisme en bonne et due forme. Devant toute l'équipe d'artillerie déconcertée, il a sorti l'eau bénite, a chanté des prières et a ordonné au vil esprit de l'imprécision de quitter l'arme. Nous n'avons aucune trace indiquant si cela a amélioré la visée du canon, mais cela a certainement assuré sa place en tant que la pièce d'équipement la plus ridiculement surbénie de toute l'armée de l'Union. 21. Les premières batailles d'une guerre sont souvent chaotiques et désordonnées. Mais la bataille de Philippi en Virginie occidentale tenait moins de la bataille que de la compétition d'athlétisme. L'Union a lancé une attaque surprise sur une force confédérée novice et non entraînée au milieu de la nuit. Les confédérés étaient si complètement non préparés, si profondément endormis, que lorsque les tirs ont commencé, ils n'ont même pas essayé de riposter. Ils se sont simplement réveillés, ont paniqué et ont fui vers les collines, beaucoup d'entre eux encore en pyjama. Les soldats de l'Union étaient si amusés par la vue de l'ennemi fuyant dans une terreur absolue qu'ils n'ont même pas pris la peine de les poursuivre avec acharnement. Les journaux, se moquant de la performance athlétique des Confédérés, ont surnommé l'événement les courses de Philippi. C'était moins une victoire militaire qu'une humiliation publique. 22. Un bon espion a besoin d'une bonne histoire de couverture. L'éclaireur de l'Union, le capitaine Jack Hinson, avait la meilleure histoire de couverture de tous les temps. Il se rendait à dos de mulet dans les zones sympathisantes de la Confédération, rassemblait les gens et leur disait, sans sourciller, que sa mule pouvait parler. Et non seulement elle pouvait parler, mais c'était un informateur de l'Union. Il expliquait que si les fermiers ne lui disaient pas tout ce qu'ils savaient sur les troupes confédérées locales, la mule se fâcherait et les dénoncerait plus tard. Et parce que les gens au XIXe siècle étaient apparemment incroyablement crédules, ils l'ont cru. Terrifiés à l'idée d'être balancés par un âne, ils révélaient tous leurs secrets. Cet homme a utilisé la menace d'une mule parlante pour recueillir des renseignements cruciaux, ce qui fait de lui soit l'espion le plus stupide, soit le plus brillant de l'histoire américaine. 23. La guerre est un enfer, mais parfois, elle doit passer au second plan derrière le grand amour. Au milieu d'une escarmouche effrénée en Virginie occidentale, la cavalerie de l'Union et de la Confédération se tirèrent dessus lorsque quelque chose d'inattendu se produisit. Une calèche tirée par des chevaux est apparue, transportant une mariée et un marié en route pour leur propre mariage. Les soldats des deux camps, vraisemblablement par un mélange de galanterie sudiste et de pure confusion du genre « Qu'est-ce qui se passe, bordel ?», ont tout simplement arrêté de tirer. Ils ont cessé toutes hostilités, ont baissé leurs armes et ont regardé en silence le cortège nuptial passer en plein milieu du champ de bataille. Une fois le couple hors de portée en toute sécurité, les hommes ont repris leurs fusils et se sont immédiatement remis à essayer de s'entretuer. Une pause brève, belle et totalement bizarre pour la romance. 24. La Confédération cherchait désespérément un avantage, n'importe quel avantage, pour briser le blocus naval de l'Union. Cela a conduit à des idées vraiment géniales, comme la torpille à charbon. Le plan était de déguiser une bombe en morceaux de charbon, de la faire introduire par un espion dans la réserve de charbon d'un navire de l'Union, puis d'attendre qu'un chauffeur sans méfiance la jette dans la fournaise. Boum! Plus de navire. C'était un plan de génie, sauf pour la partie où il était presque impossible à contrôler.
Ces engins avaient tout autant de chances de se retrouver mélangés dans leur propre ligne d'approvisionnement. Plus d'un train ou entrepôt confédéré a probablement sauté parce que quelqu'un a accidentellement pelleté sa propre arme secrète dans sa propre fournaise. C'était une excellente idée sur le papier et un échec auto-infligé spectaculaire en pratique. 25. Quand on manque d'armes, il faut être créatif. Quand on est un soldat confédéré et qu'on est à court de créativité, on commence à chercher des réponses sur le sol de la forêt. C'est ainsi qu'est née la grenade en pomme de pin. Ce n'était pas un nom de code sophistiqué. C'était littéralement une pomme de pin. Des soldats désespérés, et peut-être délirants, prenaient une pomme de pin, la creusaient, la bourraient de poudre à canon et y inséraient une mèche. L'idée était de l'allumer et de la lancer comme une vraie grenade. En réalité, c'était juste un très bon moyen d'effrayer légèrement quelqu'un avant qu'elle ne fasse long feu ou n'explose dans votre propre main. C'était moins une arme qu'un bricolage désespéré qui sentait légèrement Noël et l'échec. On ne peut pas gagner une guerre avec du pot-pourri militarisé. 26. Le général George McClellan, commandant de l'armée de l'Union, était un homme qui aimait se préparer. Il aimait planifier, il aimait organiser, mais il détestait se battre. Il était perpétuellement convaincu d'être en infériorité numérique, grâce à son chef du renseignement catastrophiquement incompétent. Les Confédérés ont vite compris cela. Ils ont donc inventé le Cannon Quaker. Ils prenaient une bûche, la peignaient en noir et la montaient dans une fortification pour qu'elle ressemble à un canon géant et effrayant. C'était l'équivalent militaire de bourrer une chemise de coussin pour avoir l'air costaud. Et McClellan y a cru, à chaque fois. Il arrêtait toute son immense armée pendant des semaines, terrifié à l'idée d'attaquer ces faux canons en bois, donnant aux Confédérés tout le temps du monde pour préparer une véritable défense. Il n'était pas seulement dupé, il était constamment déjoué par du bois de chauffage. 27. La médecine de la guerre de sécession était un mélange terrifiant de conjectures, de boucheries et de mauvaises idées. Avec des maladies comme le paludisme et la dysenterie qui sévissaient, les médecins avaient besoin d'une panacée. Leur solution? Le cocktail whisky et quinine. À première vue, cela a un peu de sens. La quinine combat le paludisme. Mais en pratique, les médecins n'avaient aucune idée du dosage approprié. Ils se contentaient de mélanger la poudre amère avec une grosse dose de whisky et disaient aux soldats de boire. C'est devenu la prescription de choix pour tout, d'une toux à une blessure par balle. Cela a surtout créé une armée de soldats à moitié ivres qui étaient toujours malades, mais qui étaient maintenant trop éméchés pour s'en plaindre correctement. C'était moins un traitement médical qu'un moyen de rendre le fait d'être misérablement malade un peu plus amusant. 28. Certaines personnes sont des planificateurs. Et puis il y avait le général confédéré P.G.T. Beauregard, un homme qui traitait la stratégie de bataille comme s'il essayait d'écrire le mode d'emploi IKEA le plus déroutant du monde. Il dessinait ces magnifiques plans de bataille élaborés en plusieurs phases, avec des manœuvres complexes, des flèches de couleur et des plans de secours pour chaque éventualité. C'étaient des chefs-d'œuvre de la théorie militaire. Le seul problème était qu'ils étaient complètement impossibles à comprendre ou à exécuter pour un être humain normal. Il remettait ces œuvres d'art à ses officiers, qui les regardaient simplement en silence, perplexes, avant de finalement les ignorer et de faire ce qui semblait être une bonne idée sur le moment. Beauregard jouait aux échecs en 4D, pendant que son armée parvenait à peine à jouer aux dames. 29. Les duels d'artillerie peuvent être des affaires tendues et stratégiques, ou ils peuvent être un profond gaspillage de poudre à canon. Dans un cas, une batterie d'artillerie de l'Union a passé des heures à viser et à tirer méticuleusement sur ce qu'ils croyaient être un nid de tireurs d'élite ou un poste d'observation confédéré. C'était une cheminée en briques solitaires, se dressant fièrement sur une colline lointaine. Ils l'ont bombardée d'obus après obus, se félicitant de leur bon tir alors que des morceaux de briques volèrent dans les airs. Ils ont continué ainsi pendant un temps ridiculement long, certains de perturber une position ennemie clé. Après la bataille, ils ont découvert ce que c'était. C'était juste une cheminée solitaire et innocente, rattachée à une maison incendiée, maintenant avec beaucoup plus de trous. Ça avait été le duel le plus unilatéral et le plus inutile de toute la guerre. 30.
Que faites-vous lorsque vous êtes l'un des hommes les plus puissants du pays, vous préparant à prononcer un discours qui pourrait changer le cours de l'histoire? Si vous êtes le sénateur de l'Union Benjamin Wade, un politicien notoirement bourru et intimidant, vous vous entraînez sur votre vache. Selon sa propre femme, avant de prononcer ses discours enflammés au Sénat, il sortait à l'étable, se tenait devant sa vache et répétait tout le discours, avec des gestes dramatiques et des cris de colère. La vache, vraisemblablement, était une critique sévère, mais n'a jamais été enregistrée comme l'ayant chahuté. Cela montre simplement que derrière chaque grand orateur, il pourrait bien y avoir un animal d'élevage très confus, mais bien informé. 31. L'hystérie de masse est une force puissante, et dans l'armée de l'Union, elle sentait souvent les cornichons. Une rumeur a commencé à se propager comme une traînée de poudre dans les camps. Et si les marchands locaux, qui pourraient être des sympathisants confédérés, vendaient des cornichons empoisonnés? C'était une idée ridicule sans aucune preuve. Mais elle a pris racine. Les soldats sont devenus absolument convaincus que leur en-cas préféré était un cheval de Troie mortel. La panique est devenue si répandue que des régiments ont creusé d'énormes fosses et ont enterré des milliers de barils de cornichons parfaitement bons et entièrement non toxiques. La grande panique du cornichon de 1863 ne fut une victoire pour personne, sauf pour les Verts, qui ont probablement apprécié le sol bien assaisonné pendant des années. 32. Il est courant qu'une unité militaire ait une mascotte, un chien, une chèvre, peut-être un oiseau. Le 12e régiment du Wisconsin a décidé de voir plus grand. Ils ont eu un ours de compagnie, un véritable ours vivant nommé Abe. Le problème, c'est que les soldats s'ennuient. Et quand les soldats s'ennuient, ils deviennent espiègles. Ils ont commencé à partager leur ration de whisky avec l'ours. Et l'ours, il s'est avéré, ne tenait pas du tout l'alcool. Il est devenu l'ivrogne du camp, titubant, semant le chaos et développant un sérieux problème d'alcool. C'est devenu si grave que l'ours bien-aimé, mais maintenant complètement indigne de confiance et alcoolique, a dû être réformé avec les honneurs et envoyé finir ses jours dans un zoo, probablement dans une sorte de programme de désintoxication pour ours. 33. Quand un soldat meurt, c'est une tragédie. Quand un cochon meurt, c'est aussi une tragédie apparemment. Un régiment de Pennsylvanie avait un cochon comme mascotte bien-aimée. Ce n'était pas juste un animal de compagnie, c'était l'un des leurs. Alors, quand le cochon a connu une fin prématurée, et probablement délicieuse, les soldats ont décidé qu'il méritait plus qu'un simple enterrement. Ils lui ont organisé des funérailles militaires complètes. On parle d'un cercueil sur mesure, d'une procession solennelle avec les armes renversées, d'éloges funèbres sincères prononcés par des soldats en larmes et d'une salve d'honneur au-dessus de la tombe. Ils ont traité la mort de ce cochon avec plus de pompe et de cérémonie que certains généraux n'en ont reçu. C'était un hommage magnifique, sincère et totalement insensé à un camarade tombé au combat qui se trouvait aussi être une source de futur bacon. Et voilà, là où naissent les légendes, la folie humaine n'est jamais loin derrière, implacable et invaincue. Des généraux combattant leurs propres canons aux armées défaites par leurs propres mascottes. Maintenant, voici la vraie question pour vous. À qui confieriez-vous votre vie pour vous mener au combat? Le général prudent, trop effrayé par sa propre ombre, ou l'égomaniaque téméraire qui pourrait bien tomber sur la victoire par pure et bête chance? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si vous aimez l'histoire sans phare et sans filtre, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, car la prochaine salve d'absurdité à couper le souffle est déjà en route.